Salut à tous. Alors petite présentation de mes expérimentations en potager. Donc j'ai très peu d'expérience, hein. Là je reprends cette année. Il y a plusieurs années en avant j'en avais fait un petit peu, mais en mode bête et méchant, hein, comme tout le monde. C'est-à-dire que je plante ce que j'ai envie de planter, je regarde sur internet qu'est-ce qu'il faut faire. Alors il faut préparer la terre, il faut surtout enlever les adventices, etc. Mettre des engrais c'est bien, etc. Et du coup, avec la prise de conscience écologique, je me suis posé pas mal de questions et j'avais envie de reprendre du potager pour remettre les mains à la terre, pour changer d'un boulot très hors sol en quelque sorte. Et du coup, j'ai passé une année à me documenter tranquillement. Et j'avais une intuition, donc forcément, je me suis tout de suite intéressé à la permaculture, hein, que je connaissais un petit peu vite fait, un peu plus que de nom. Mais du coup, j'ai lu des livres et tout. Et j'avais une intuition déjà de. Il y a des trucs en permaculture, voilà, ils enlèvent quand même les adventices, etc. Généralement. Et moi, j'avais une intuition qui était de dire, mais en fait, les adventices, c'est des plantes indigènes qui sont jamais là pour rien en fait. D'ailleurs, quand on regarde sur internet, quasiment toutes les espèces d'adventices, on trouve une explication de par exemple cet adventice là est là parce que la terre est trop compacte et donc elle a des racines pour décompacter le sol. Et là, ça fait tilt, on se dit bah en fait elles sont pas là pour rien et peut-être qu'il y a un truc à faire. Donc j'avais envie de faire quelque chose en mode je laisse les adventices plus ou moins vivre, hein. Bon, je peux les arracher un petit peu, mais globalement je les laisse quoi. Et j'ai découvert par hasard la syntropie. Alors c'est un concept qui a été inventé par un gars qui est au Brésil aujourd'hui et ça s'applique à l'agroforesterie. Mais on peut s'inspirer de ça pour faire du potager sur des plantes annuelles. Donc je vais pas revenir dessus parce que c'est un livre entier qui est sorti, que j'ai lu, qui s'appelle Bienvenue en Syntropie, que je recommande. Et donc en fait, ça confirmait mes doutes, mais vraiment en allant beaucoup plus loin. C'est-à-dire que en fait, déjà les adventices, elles n'entrent pas forcément en compétition avec les cultures. Ça c'est un peu une idée reçue. Alors forcément après il faut pas exagérer. Si l'adventice est énorme et qu'elle prend tout le soleil, forcément il y aura un souci. Mais sinon elles sont pas là pour rien. Et la révélation du livre, pour moi, hein, en tout cas, c'est le fait que les plantes ont globalement une puissance cachée. Elles ont un potentiel qu'elles gardent pour elles et potentiellement toute leur vie. Parce qu'en fait, pendant des centaines de millions d'années, les plantes vivaient en coexistence avec des troupeaux d'herbivores sauvages et qui passaient d'une zone à une autre et qui déciment la zone, enfin en tout cas qui la mâchent pas mal quoi. Et donc les plantes ont eu l'habitude de ça pendant très très longtemps dans leur évolution. Et donc en fait elles gardent un potentiel parce qu'elles savent, entre guillemets, qu'elles vont finir par se faire agresser violemment et qu'il faut pouvoir repartir à ce moment-là. Imaginez une plante qui a plus de feuilles, etc. Il faut qu'elle puisse repartir, donc elle garde de l'énergie pour ce moment-là. Et donc elle va repartir à fond après s'être fait agresser. Et ça on le remarque même sur les arbres, hein, par exemple, les gens qui taillent des arbres le savent très bien que quand on taille un arbre, derrière ça repart à fond quoi. Donc c'est ce principe-là de potentiel caché. Donc aujourd'hui, avec l'activité humaine, pas seulement du dernier siècle, hein, mais depuis très longtemps, l'humain a chassé ses troupeaux et ils n'existent plus depuis très 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 longtemps. Donc, mais les plantes n'ont pas beaucoup évolué depuis parce que l'homme, je sais plus quand est-ce qu'il les a décimées, mais en temps humain c'est énorme, hein, peut-être au moins 10 000, 20 000 ans, mais en temps géologique c'est très peu. En temps évolutionnaire pour les espèces vivantes c'est très peu. Donc elles n'ont pas changé, elles ont gardé cette habitude d'attendre, de garder un potentiel et pour repartir quand elles se font agresser. Donc un des principes majeurs selon moi de la syntropie, c'est ça en fait, c'est de perturber les plantes. Alors du coup ça s'applique comment? Donc là j'ai 3 bandes de 4,50 m par 1,20 m.
Elles sont toutes avec une ligne centrale de tournesol et en ligne latérale de chaque côté des maïs. Leur rôle à eux, ce seront des producteurs de biomasse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour rôle principal de produire du maïs ou des graines de tournesol, mais seulement d'être perturbés. Donc pour des plantes annuelles, ça veut dire les décapiter, quoi. De manière régulière, en fait, dès lors qu'on sent qu'il y a trop de compétition sur le soleil, qu'elles sont trop serrées, hop, on fait une passe de perturbation. En temps humide, c'est important, donc soit avant qu'il ait plu ou après, ou alors il faut arroser s'il fait trop sec, parce que quand une plante est perturbée, elle a tendance à envoyer une information à ses voisins par le biais des racines qui va dire faut que ça pousse. En gros, c'est cette alerte ils ont été agressés et il faut que ça pousse. Donc elles ne l'appliquent pas qu'à eux-mêmes quand elles arrivent à repartir, mais aussi aux voisins. Elles envoient l'information aux voisins. Donc l'idée, c'est de régulièrement passer et de perturber les plantes, principalement celles qui sont pour la biomasse, donc tournesol, maïs. Comme ça, les productions principales, que elles, je ne vais pas perturber ou très peu, vont se faire booster par ça. Alors, pour deux raisons principales. Donc déjà, cet envoi d'informations chimiques qui est envoyé et qui est envoyé d'autant plus vite et mieux quand c'est humide, donc d'où le fait qu'il faut que ce soit humide à ce moment-là. Et en plus, la biomasse est laissée au sol. Ça, c'est un truc que je fais déjà maintenant depuis plusieurs années, c'est que ma poubelle marron, elle est vide en fait, parce que quand on tond quelque chose, quand on arrache quelque chose et qu'on le jette à la poubelle, eh ben on appauvrit le sol. C'est purement logique en fait, il suffit de réfléchir 2 secondes pour s'en rendre compte. Donc c'est rendu au sol et ça booste l'activité du sol et ça va le nourrir. Donc les plantes envoient l'information, elles nourrissent le sol en étant laissées sur place. Donc quand je ferai une passe de perturbation, je broierai très grossièrement en fait quand je coupe les tournesols et les maïs, et le tout sera boosté. En syntropie, donc on se rend compte que toutes les adventices, la quasi-totalité des adventices sont nos amis. Elles ne sont pas là pour rien. Et en fait, si j'enlevais toutes mes adventices, et ben là j'aurais rien, j'aurais du rien et mes cultures. Et en fait, il n'y a aucune raison de les enlever parce qu'il y a plus de verre. Plus c'est vert, mieux c'est. En syntropie, on plante extrêmement serré, puisqu'on vient perturber régulièrement. Hein. Bon là, mes tournesols sur cette ligne-là n'ont pas très bien pris. Par contre, mes maïs, là, il y en a pas mal, ils sont pas mal serrés, donc ils sont régulièrement perturbés pour être espacés. Et les adventices, en fait, c'est des machines solaires. On a tendance à oublier que les plantes, c'est la meilleure machine à transformer l'énergie solaire qui existe. Hein. Nos panneaux solaires à côté, c'est peanuts. C'est des machines à transformer le carbone de l'air en matière. Une chose aussi qui est choquante, qui est rappelée dans le livre Bienvenue en Syntropie, qui est très très marquante, c'est que 98% environ de la masse de ce qui fait la matière des plantes vient de l'air, en fait vient de rien. Donc c'est vraiment des machines à produire de la matière organique fertile. Donc il n'y a aucune raison de ne pas avoir le plus de verre possible, que ce soit en plantant trop serré et en perturbant plus tard, ou en laissant les adventices. Alors sur les adventices, il y a une exception, c'est l'herbe. Parce que l'herbe tend vers la prairie, et la prairie c'est stable, ça inhibe la pousse des arbres, etc. C'est un autre biome qu'on ne veut pas ici, sauf dans le cas de culture de céréales, mais c'est pas notre cas. Donc dans le cas de agroforesterie ou ici en potager, il y a juste les herbes qu'on vient déraciner. Le reste, les mauvaises herbes qu'on appelle mauvaises herbes, mais c'est pas une bonne idée en fait, on les laisse et puis je les déchire grossièrement en laissant les racines, comme ça elles envoient potentiellement des informations d'alerte pour pousser plus fort. Voilà pour la théorie. Alors pour la mise en pratique, j'ai déjà fait pas mal d'erreurs cette année. Je me suis fait avoir quand il y a eu des chaleurs en début avril. J'ai planté comme un fou un peu mes tournesols maïs et d'autres trucs. Et puis après il a fait très froid en deuxième moitié d'avril. Donc j'ai mis des voiles de forçage en urgence, on va dire, pour essayer de protéger les choses. Donc ça a quand même bien parti. Mon plus haut tournesol, il arrive à mon buste. Donc c'est pas mal pour la saison, sachant que je suis dans le nord, donc vraiment tout au nord. Donc il fait plutôt frais toute l'année. Frais mais doux parce que la mer est vraiment pas très loin.
Donc voilà, pas mal d'erreurs. De toute façon, c'est normal, hein. Faut que je me rôde d'année en année. Donc les tournesols sont voués à être tous perturbés, sauf un tous les, on va dire 50 cm, 60 cm à la fin. Ça va dépendre des lignes et des besoins des plantes principales, de production principale de nourriture. Alors il y a aussi un truc important en syntropie, c'est les strates, un peu comme une sorte de forêt. Les tournesols seront très hauts, là c'est des tournesols qui feront 3,50 m et qui seront buissonnants. C'est important parce que plus ils sont hauts, mieux, plus il y a de biomasse. Et puis buissonnant, ça veut dire qu'il y a plus de fleurs, plus de feuilles, ce qui est très bien. Et donc en fait, quand on a des strates, donc les tournesols très hauts, en dessous les maïs, et encore en dessous les plantes potagères, et ben on a déjà de l'ombrage parce que cet été s'annonce très très chaud et ça va falloir s'y habituer. Donc ça fait parasol naturel déjà. Et ensuite ça fait une sorte de cycle secret de l'eau. C'est-à-dire que l'eau s'évapore par évapotranspiration des feuilles, mais elles vont percuter entre guillemets les feuilles qui sont plus hautes dans cette sorte de forêt artificielle saisonnière et vont recondenser et retomber. Donc ça économise de l'eau. Voilà, plein d'avantages en fait, tout est en symbiose. Et on va voir si je pourrais casser tous les codes en laissant les adventices, en plantant extrêmement serré mais en perturbant quand même, etc. etc. Donc sur mes 3 lignes, elles sont similaires en tournesol maïs comme je le disais. Ici, ce sera production principale de haricots mange-tout. Donc ils ont surtout été mangés par les limaces, hein, c'est une catastrophe cette année. Ligne suivante, ce sont des courgettes cocoselles. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai une courgette bien plus belle que les autres. C'est celle-ci, c'est parce que j'ai fait des tentatives de planter en pleine terre. Alors c'était un peu tôt, donc il y en a très peu qui ont pris. Parmi celles qui ont pris, il y en a qui sont mortes. Et celle qui a survécu, et ben c'est la plus belle. En fait, vaut mieux toujours planter en pleine terre quand c'est possible, plutôt qu'en godet, la plante est moins agressée et elle sera adaptée au sol directement. Et enfin, la 3e ligne, là ce seront des tomates. Donc elles sont très petites, hein, mes semis en godet, encore un échec parmi tous ceux que j'ai fait cette année. Elles sont restées très petites, donc à voir si c'était le terreau qui était pas bon ou autre. Et du coup, mon espoir les années suivantes, c'est qu'avec toute la biomasse produite ici de partout, que je laisse au sol, j'ai tellement de biomasse en fait que je pourrais ramasser un peu la terre en surface et faire mon propre terreau. Ou alors étaler la biomasse qui est en trop quand je les coupe, quand vraiment ça déborde de partout, sur un gros tas, et c'est comme ça qu'on fait du terreau en fait, en laissant composter sur place. Voilà. Et enfin, point important, c'est les bordures vivantes. Donc en général, on voit souvent des gens mettre des planches en bois ou des choses comme ça pour faire des bordures. Il n'y a aucune raison, encore une fois, sur ce principe de avoir le plus de verre possible, donc le plus de photosynthèse et donc le plus de production d'abondance, de faire des bordures vivantes. Donc j'ai fait, ça se voit très peu, mais j'ai fait salade, radis et oignons. Alors les oignons, c'est plutôt un échec. Les radis, je les ai mangés, donc c'était un peu trop précoce. Parce que l'idée, c'est qu'en fin de saison, il n'y aura plus besoin de bordures vivantes, hein. Les haricots ou les courgettes ou les tomates seront très très grandes. Donc il n'y aura plus besoin de bordures vivantes pour repousser l'herbe. Pour rappel, l'herbe, il faut la repousser, on n'en veut pas. Niveau laitue, j'ai quelques réussites. Quelques radis que j'ai laissés pour monter en graines. Et sur la dernière ligne, encore un échec, hein, je me suis dit, je vais faire la ligne sauce tomate, avec les tomates et en bordure vivante, basilic, persil. Voilà, pour faire ma sauce tomate. Sauf que basilic, persil, c'est pas très précoce. Donc, bon, l'herbe est pas encore. Elle a pas trop envahi les choses, donc c'est pas grave. Mais voilà, mes semis de persil et de basilic sont vraiment à leur début. Voilà, on verra ce que ça donne. Et donc pourquoi maïs, tournesol, outre leur forme et leur taille très grande pour faire une sorte de mini-forêt, etc., il y a le fait que ça se lignifie très vite, c'est-à-dire que les tiges se lignifient très vite, c'est-à-dire qu'elles se rapprochent du bois. Là par exemple j'ai dû couper quelques jeunes maïs pour planter mes tomates. Et on voit en fait que la tige était déjà bien dure, donc
C'est un très bon mélange carbone-azote en fait, ça c'est un principe important, c'est qu'il y a apport d'azote avec ce qui est bien vert, les feuilles principalement, et carbone ce sera tout ce qui se rapproche du bois, qui est marron, etc. Et donc maïs tournesol produit un très bon équilibre grâce à leur tige lignifiante. Voilà. Voilà en gros le projet, donc on va voir ce que ça donne sur ces 3 petites lignes. Pour l'instant ça a l'air de pas mal partir. Voilà, ce qui me fait le plus peur, c'est les limaces et éventuellement l'humidité de la terre. Là, c'est une terre très argileuse, donc il y a des plants qui ont pas mal jauni. Voilà, là c'est les beaux temps qui arrivent, donc on va voir ce que ça donne.